Vous avez sûrement déjà vu plein de cartes mondiales affichant des données variées. Mais avez-vous déjà remarqué ce petit détail? Là, dans le coin nord-ouest de l'Afrique, un territoire apparaît systématiquement en blanc, quelles que soient les informations présentées. Ça peut sembler étrange au premier abord, car il semble que, quel que soit le type de données que la carte tente de présenter, ce territoire en Afrique est presque toujours laissé en blanc ou simplement listé comme pas de données. Prenons l'exemple de cette carte du PIB mondial par habitant en 2022. Encore une fois, ce territoire est laissé en blanc. Mais pourquoi donc? Voici une autre carte, cette fois sur l'accès à l'électricité, qui montre ce même territoire en blanc, sans données. Et voici une carte sur la densité de population mondiale. Mais encore une fois, le même territoire apparaît en blanc. Puis une carte des émissions mondiales de CO2 par habitant, où nous retrouvons encore ce territoire sans données. Et enfin, une carte de la consommation quotidienne de viande par personne dans le monde. Ainsi qu'une carte de l'indice de développement humain mondial, toutes deux montrant ce même territoire en blanc. Alors pourquoi, pensez-vous, ces données font-elles défaut juste là, dans ce coin précis du monde? Et je pourrais continuer longtemps, car peu importe le type de carte que vous consultez, cette même zone en Afrique est presque toujours laissée en blanc, marquée de la même manière. Pas de données. Alors, pourquoi ce phénomène persiste-t-il, et que se passe-t-il vraiment? Si vous allez jeter un œil sur Google Maps, vous verrez que ce territoire est étiqueté comme le Sahara occidental. Vous remarquerez aussi une ligne en pointillé qui délimite sa frontière nord avec le Maroc. Mais ensuite, si vous regardez la liste des pays membres des Nations Unies, vous ne trouverez pas le Sahara occidental, car c'est plus une appellation géographique qu'un pays à part entière. Et la ligne en pointillé que vous voyez sur Google Maps marque une frontière contestée entre le Sahara occidental et le Maroc, révélant que le Sahara occidental est en fait un territoire en litige. C'est le plus grand conflit territorial actif en Afrique et l'un des plus importants au monde. Pour vous donner une idée, le Sahara occidental est à peu près de la même taille que le Royaume-Uni. Et environ 80% de ce territoire est actuellement contrôlé de facto par le Maroc, qui considère ces zones comme faisant partie de ses provinces du sud, même celles dont elle n'a pas le contrôle total. Pendant ce temps, les 20% restants du territoire du Sahara occidental sont principalement un désert peu peuplé, contrôlé de facto par une organisation nommée le Front Polisario. Ce mouvement nationaliste est composé d'indigènes du Sahara occidental, appelés Sahraouis, qui revendiquent l'intégralité du territoire comme leur propre pays, nommé la République arabe sahraouie démocratique, ou RASD. Le Front Polisario considère la présence marocaine au Sahara occidental comme une occupation étrangère illégale de leur territoire, tandis que le Maroc revendique la totalité du Sahara occidental, y compris les petites régions orientales et méridionales, théoriquement contrôlées par le Front Polisario comme faisant partie intégrante de son territoire souverain. Les deux parties se sont livrées à une guerre acharnée pour le contrôle de cette région pendant des décennies. Aujourd'hui, les zones qu'ils contrôlent sont séparées par un immense mur de 2700 km de long, construit avec du sable et des pierres. Ce mur, qui traverse le désert, est également parsemé de millions de mines terrestres, formant probablement le plus long champ de mines continu au monde. Et récemment, le conflit s'est intensifié, menaçant d'impliquer des puissances étrangères du monde entier. Un cessez-le-feu de longue date entre le Maroc et le Front Polisario a volé en éclats en 2020, relançant ainsi les hostilités le long de la ligne de front active. Les États-Unis, Israël et la majorité du monde occidental appuient de plus en plus fermement le Maroc et ses revendications territoriales sur le Sahara occidental. De leur côté, la Russie, la Chine, l'Iran et surtout l'Algérie voisine soutiennent vigoureusement le Front Polisario et ses prétentions sur le Sahara occidental comme étant la RASD. Le soutien significatif de l'Algérie au Polisario et les liens de plus en plus étroits entre le Maroc et Israël ont grandement détérioré les relations entre ces deux pays d'Afrique du Nord, malgré leur culture et histoire partagée. La frontière terrestre entre le Maroc et l'Algérie est fermée depuis 1994, en grande partie à cause du conflit autour du Sahara occidental. En réaction, le Maroc a exprimé son soutien au mouvement pour l'autodétermination de la région majoritairement berbère de la Kabylie en Algérie. En 2021, l'Algérie a rompu ses relations diplomatiques avec le Maroc. Et depuis 2020, les deux pays se sont lancés dans une course aux armements de plus en plus tendue. Le Maroc s'équipe en système d'armement américain et israélien, tandis que l'Algérie se tourne vers des armements russes et chinois. Le désaccord sur le statut politique du Sahara occidental semble de plus en plus proche d'atteindre un point de non-retour. Le conflit autour du Sahara occidental est également stratégique, impliquant l'accès à d'importantes réserves de phosphate, cruciales pour les engrais synthétiques et les chaînes d'approvisionnement agricole mondiales. S'y ajoutent des réserves potentielles de gaz naturel offshore et l'importance croissante du territoire comme carrefour énergétique stratégique, avec des oléoducs et gazoducs reliant l'Afrique subsaharienne à l'Union européenne.
Bien que moins médiatisés que d'autres conflits mondiaux, les enjeux du Sahara occidental ont des répercussions considérables sur l'avenir. Jusqu'à présent, une guerre ouverte entre le Maroc et l'Algérie a été évitée, mais tant que le différend reste non résolu, le risque de conflit persiste. Pour comprendre comment la situation du Sahara occidental a évolué jusqu'à aujourd'hui, il est essentiel de revenir sur son histoire. Le territoire, qui sera plus tard connu sous le nom de Sahara occidental, a été acquis pour la première fois par l'Espagne lors de la tristement célèbre conférence de Berlin en 1884, où les puissances coloniales européennes se sont partagées le continent africain. Pendant presque un siècle de contrôle colonial espagnol, ce territoire était appelé Sahara espagnol. Au début du XXe siècle, l'Espagne a également établi un protectorat au Maroc, qui comprenait des bandes de territoire dans le nord et le sud de l'actuel Maroc, tandis que le reste du pays était placé sous protectorat français à peu près à la même période. La plupart des protectorats français et espagnols au Maroc ont accédé à l'indépendance en 1956, à une période où les Français étaient particulièrement préoccupés par leur lutte contre la révolte anticoloniale en Algérie. Une fois l'indépendance du Maroc acquise et la monarchie restaurée, le roi du Maroc a vu une opportunité de revendiquer les possessions espagnoles restant en Afrique de l'Ouest. À l'époque, ça incluait la bande sud du protectorat marocain, encore sous contrôle espagnol, la colonie d'Ifni, ainsi que les villes nord-africaines de Ceuta et Melilla et le Sahara espagnol, tous administrés séparément par l'Espagne comme des possessions distinctes. En 1957, un an après avoir obtenu leur indépendance, les Marocains ont lancé une offensive dans la bande sud du Maroc espagnol et ont également envahi le Sahara espagnol, arguant que ces territoires avaient historiquement appartenu au Maroc. L'Espagne a réussi à repousser les Marocains du Sahara espagnol, mais a cédé la bande sud du Maroc aux Marocains en 1958. Toutefois, les Espagnols ont continué à exercer leur contrôle colonial sur la ville d'Ifni au Maroc, en tant qu'enclave, pendant une décennie supplémentaire, jusqu'en 1969, lorsqu'ils l'ont finalement restitué au Maroc sous la pression internationale croissante. Néanmoins, l'Espagne a maintenu son contrôle sur le Sahara espagnol, ainsi que sur les villes nordiques de Ceuta et Melilla. Pendant ce temps, après une lutte brutale pour l'indépendance qui a vu la mort d'environ 1 million d'Algériens depuis 1954, les Français ont finalement décidé de se retirer d'Algérie en 1962, accordant également l'indépendance au pays. Et jusqu'ici, la frontière entre l'Algérie et le Maroc n'avait jamais été clairement définie ou démarquée par les autorités coloniales françaises. Suite à son indépendance, l'Algérie s'est érigée en État socialiste panarabe, en contraste idéologique marqué avec le régime monarchiste conservateur du Maroc. En 1963, un an après l'indépendance de l'Algérie, la monarchie marocaine, cherchant à réprimer les éléments socialistes et panarabes internes qui menaçaient leur règne, et voyant une opportunité de tirer parti du chaos post-indépendance en Algérie socialiste et des conflits sanglants antérieurs, a décidé de faire valoir ses revendications territoriales. Le Maroc a ainsi revendiqué des provinces algériennes comme Tindouf et Colombéchar, qu'il considérait comme historiquement marocaines, entraînant ainsi une invasion par les troupes marocaines. Ce conflit a débouché sur ce que l'on appelle la guerre des sables, durant laquelle des centaines de soldats des deux côtés ont perdu la vie avant que l'Organisation de l'Unité africaine, prédécesseur de l'Union africaine moderne, ne parvienne à médier un cessez-le-feu. Ce dernier a laissé la frontière totalement inchangée. Ainsi, dès le début, les relations entre le Maroc monarchiste nouvellement indépendant et l'Algérie socialiste ont été gravement détériorées, posant les bases d'une relation conflictuelle qui persiste encore aujourd'hui. Près d'une décennie après la guerre maroco-algérienne, en 1972, les deux pays ont finalement résolu leurs différends frontaliers par un accord de démarcation qui incluait, de manière notable, un engagement mutuel à reconnaître les frontières coloniales arabes en Afrique comme un héritage permanent, afin d'éviter de nouvelles effusions de sang. Cependant, cet accord serait presque immédiatement remis en question quelques années plus tard. À cette époque, le Sahara espagnol était toujours une colonie directement administrée par l'Espagne. Mais la pression internationale augmentait sur le régime franquiste à Madrid pour qu'il se retire également de cette région. L'année suivante, en 1973, le Front Polisario fut créé dans le Sahara espagnol par des membres de la communauté indigène sahraoui. Leur objectif était de lancer une insurrection armée contre les colonisateurs espagnols jusqu'à ce qu'ils consentent à se retirer et à accorder l'indépendance au territoire. Parallèlement, les deux États désormais indépendants du Maroc et de la Mauritanie, chacun bordant le Sahara espagnol, revendiquaient la totalité de la colonie comme légitimement la leur et soutenaient que l'Espagne devait leur céder le territoire. Les revendications du Maroc étaient particulièrement affirmées. Ils ont porté leur cas devant la Cour internationale de la justice, CIJ.
L'argument légal du Maroc reposait sur le fait qu'avant la colonisation espagnole du Sahara au XIXe siècle, le sultan marocain avait nommé des percepteurs d'impôts et des cheikh dans la région pour exercer son autorité sur les tribus nomades. En réponse, l'Espagne a soutenu lors du procès que les tribus du XIXe siècle refusaient d'être taxées par le Maroc. En octobre 1975, la Cour internationale de justice, CIJ, a finalement rejeté les revendications du Maroc, statuant que le Maroc n'avait pas exercé de pleine souveraineté sur le territoire avant la colonisation. Au lieu de soutenir les revendications marocaines, la Cour a statué que le peuple indigène sahraoui du territoire avait le droit à l'autodétermination, leur permettant ainsi de choisir leur propre destinée, que ce soit en formant un État indépendant ou en s'associant au Maroc ou à la Mauritanie. La décision de la CIJ a profondément irrité la monarchie marocaine. Le soir même de l'annonce de la décision, le roi du Maroc est apparu à la télévision et à la radio nationale pour appeler des centaines de milliers de volontaires à se diriger vers le Sahara espagnol et à revendiquer le territoire pour le Maroc par leur simple présence, en un acte de défi évident envers la décision de la CIJ. En novembre 1975, en réponse à l'appel de leur roi, environ 350 000 colons marocains non armés ont traversé la frontière depuis le sud du Maroc lors d'un événement appelé la Marche verte. À cette époque, le dictateur espagnol de longue date, Francisco Franco, âgé de 82 ans, venait de tomber dans le coma et était sur son lit de mort. Craignant à la fois l'instabilité due à la mort imminente de Franco et à la transition du pouvoir, ainsi qu'une potentielle guerre coloniale avec le Maroc au sujet de la colonie du Sahara, les autorités espagnoles ont choisi de se retirer de la colonie. Elles ont entamé des négociations directes avec le Maroc et la Mauritanie, qui ont abouti aux accords connus sous le nom d'Accords de Madrid. Dans le cadre des Accords de Madrid, l'Espagne a convenu de se retirer de la colonie du Sahara espagnol et de la partager entre le Maroc et la Mauritanie. Le Maroc recevrait environ les 2 tiers du territoire au nord, tandis que la Mauritanie obtiendrait le tiers sud. De son côté, l'Espagne devait conserver une participation de 30% dans l'actif le plus précieux de la colonie, la lucrative mine de phosphate de Boukra, bien que le Maroc finisse par prendre le contrôle complet de la mine. Toutefois, le peuple indigène sahraoui de la région, représenté par le Front Polisario ainsi que l'Algérie, n'ont pas été consultés et n'ont pris aucune part aux négociations. Immédiatement après les accords de Madrid, le Front Polisario a redirigé sa lutte de guérilla pour l'indépendance, initialement dirigée contre l'Espagne, contre le Maroc et la Mauritanie. L'Algérie voisine, horrifiée par l'action du Maroc au Sahara espagnol et inquiète du précédent que cela pourrait établir pour les régions en Algérie que le Maroc avait tenté d'envahir et de conquérir une décennie plus tôt, a décidé de soutenir pleinement l'insurrection du Front Polisario. L'Algérie a offert son soutien diplomatique et militaire complet dans un élan de solidarité avec le peuple sahraoui. En réaction au développement au Sahara occidental, l'Algérie a expulsé 45 000 Marocains de son territoire. En 1976, le Front Polisario a unilatéralement proclamé la création de la République arabe sahraoui démocratique, RASD, affirmant sa souveraineté sur l'ensemble du territoire du Sahara occidental. L'Algérie est devenue le premier pays à reconnaître l'indépendance de la souveraineté de la RASD, ce qui a poussé le Maroc à rompre ses relations diplomatiques avec l'Algérie. Une guerre sanglante s'est alors engagée entre le Front Polisario armé et soutenu par l'Algérie et les forces marocaines et mauritaniennes occupant différentes zones du Sahara occidental. Cependant, en 1979, la Mauritanie, épuisée par le conflit, a décidé de se retirer et d'abandonner ses revendications sur le territoire, laissant le Maroc et le Polisario continuer seuls le combat. En 1981, les forces armées marocaines ont commencé à mettre en œuvre une nouvelle stratégie défensive au Sahara occidental, en construisant une série de murs et de fortifications pour isoler les zones qu'elles contrôlaient de celles encore sous l'influence du Front Polisario. Cette initiative a abouti en 1987 à l'achèvement d'un mur impressionnant, composé de sable et de pierre qui s'étend à travers le désert presque inhabité. Ce mur, souvent simplement appelé le Berme, continue de séparer les territoires administrés par le Maroc à l'ouest des zones frontalières à l'est, jouxtant la Mauritanie et l'Algérie. Aujourd'hui, ce berme reste le plus grand et le plus long mur militaire et système de fortification actif dans le monde. Le mur construit par les Marocains est jonché de millions de mines terrestres, constituant ainsi le champ de mines continu le plus long au monde. Ces mines rendent la barrière presque impénétrable. Et comme si cela ne suffisait pas, le Maroc a également érigé et continue de surveiller des postes d'observation à des intervalles réguliers d'environ 5 km le long du mur. Ces postes sont équipés d'aérodromes, de positions d'artillerie et de bases militaires disséminées derrière le mur, ainsi que de systèmes radars fixes et mobiles. Ces radars, ayant une portée de 60 à 80 km, scrutent en permanence le terrain devant le mur, dans les zones contrôlées par le Polisario,
pour détecter toute activité d'artillerie et les mouvements de troupes dans le désert autrement vide et largement inhabité. Les territoires à l'est du mur dans le Sahara occidental sont souvent représentés sur les cartes comme étant contrôlés ou administrés par le Front Polisario, mais cette représentation n'est pas tout à fait exacte. Ces zones, situées à l'est du Berme, sont essentiellement des étendues désertiques inhabitées et dépourvues de ressources utiles. Le Front Polisario a, en réalité, déplacé ses quartiers généraux opérationnels bien loin de ces terrains arides, vers les camps de réfugiés sahraouis en expansion situés de l'autre côté de la frontière, dans la province de Tindouf en Algérie, établie il y a de nombreuses années. L'Algérie a accueilli le Front Polisario comme une milice armée et un gouvernement en exil pendant des décennies, leur permettant d'organiser et de lancer des attaques depuis les camps situés sur le territoire algérien en direction du Sahara occidental. Cependant, pour attaquer le Berme et les soldats marocains qu'ils défendent, les combattants du Polisario doivent d'abord traverser la Mauritanie, ce qui complique leur effort pour lancer des offensives directes depuis le Sahara occidental. C'est pourquoi les territoires situés à l'est du mur marocain, coincés entre ce dernier à l'ouest et la frontière mauritanienne à l'est, ne sont pas tant contrôlés par le Front Polisario car ils sont laissés en friche, agissant davantage comme une zone tampon laissée à l'abandon par les Marocains. Les combattants du Polisario, en tentant de rejoindre le Berme depuis la Mauritanie, doivent traverser un vaste désert inhabité. Ce périple à découvert les expose inévitablement, les rendant visibles aux radars et aux avions marocains sur des centaines de kilomètres dans ce désert ouvert. En conséquence, ils deviennent des cibles faciles pour l'artillerie et les frappes aériennes marocaines, car ils sont les seules cibles mobiles dans une étendue aussi vaste. Cette situation les place dans une position extrêmement précaire, limitant grandement leur capacité à mener des actions efficaces contre les positions marocaines. L'occupation prolongée du Sahara occidental par le Maroc, son ignorance délibérée de la décision de la Cour internationale de justice, ces conflits armés contre les Sahraouis indigènes, la construction d'un imposant mur truffé de millions de mines terrestres divisant les territoires, ainsi que le transfert de centaines de milliers de ses propres colons dans les territoires occupés, ont tous été perçus comme des violations de nombreux principes du droit international. En conséquence, les Nations Unies ont continuellement dénoncé la présence marocaine dans le Sahara occidental, la considérant encore aujourd'hui comme une occupation illégale. L'Union africaine a également émis de sévères critiques à l'encontre de l'occupation du Sahara occidental par le Maroc, la qualifiant de plus grande violation sur le continent d'un des principes directeurs de l'organisation. L'Union africaine stipule que tous les pays d'Afrique devraient accepter et respecter leurs frontières coloniales héritées, pour éviter des guerres sanglantes à grande échelle motivées par des désirs d'homogénéité ethnique, raciale ou religieuse, ou par la volonté de régler des revendications et griefs historiques. Cette position souligne l'importance de la stabilité et de la paix régionale dans la philosophie de l'Union africaine face aux conflits frontaliers. Après que l'Union africaine ait reconnu l'indépendance de la République arabe sahraoui démocratique, RASD, en 1984, le Maroc a réagi en devenant le premier et jusqu'à présent le seul pays africain à se retirer de l'organisation. Ce geste soulignait l'ampleur du conflit sur le statut du Sahara occidental. Finalement, en 1991, après environ 16 années de guerre qui avaient fait entre 10 000 et 20 000 morts, et après que des dizaines de milliers de réfugiés sahraouis eurent été poussés vers les camps en Algérie et en Mauritanie, le Maroc et le Front Polisario sont parvenus à un cessez-le-feu négocié par les Nations Unies. À ce moment, le Maroc contrôlait environ 80% du territoire du Sahara occidental, incluant toutes ses ressources naturelles et la majeure partie de sa côte derrière le mur qu'ils avaient érigé. Les 20% restants du territoire avaient été transformés en une zone tampon vide, facilement défendable. En conséquence, la direction du Polisario avait été forcée de se replier dans les camps de réfugiés sahraouis en Algérie, dans le cadre de l'accord de cessez-le-feu de 1991. Les Nations Unies ont été autorisées à déployer une mission de maintien de la paix au Sahara occidental, connue sous le nom de MINURSO, Mission des Nations Unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental. Cette force est composée de troupes ni marocaines ni sahraouis et poursuit deux objectifs liés: maintenir la paix entre les parties et préparer les conditions nécessaires à la tenue d'un référendum pour déterminer le statut final du territoire. Cependant, de manière unique pour une mission de ce type, la MINURSO est la seule opération de maintien de la paix des Nations Unies qui n'est pas autorisée à surveiller les droits de l'homme dans la région où elle opère. Cette restriction laisse le Sahara occidental comme une sorte de trou noir d'information, particulièrement en termes de respect des droits de l'homme. Le gouvernement marocain a imposé une interdiction de toute construction civile et activité militaire dans les territoires vides à l'est du Berme, les transformant en une zone de no man's land entre le Maroc et le Polisario, basé de l'autre côté de la frontière en Algérie.
Dans cette zone, ni les Marocains ni les membres du Polisario ne s'aventurent fréquemment, et seul le personnel des forces de maintien de la paix des Nations Unies est autorisé à y entrer. Bien que techniquement sous l'autorité du Polisario au-delà du Berme, en pratique, cette région fonctionne principalement comme une zone tampon. En 1991, le Maroc s'était engagé auprès des Nations Unies à organiser un référendum pour déterminer le statut final du territoire. Mais plus de 33 ans après, ce référendum n'a toujours pas eu lieu. Au lieu de préparer un référendum, le Maroc a activement encouragé un plus grand nombre de ses citoyens à s'installer dans le territoire du Sahara occidental, en offrant des incitations telles que des allègements fiscaux généreux et des salaires élevés pour les postes de fonctionnaires. Cette stratégie a permis d'augmenter significativement le contrôle démographique marocain sur la région. À l'heure actuelle, dans les années 2020, on estime que la population totale du Sahara occidental est d'environ 600 000 personnes, dont environ 2 tiers sont des colons marocains ou leurs descendants arrivés ou nés dans le territoire depuis 1975. Pratiquement tous ces 600 000 habitants vivent à l'ouest du Berme, dans les zones contrôlées de facto par le Maroc. Il y a désormais plus de Sahraouis ethniques vivant hors du Sahara occidental qu'à l'intérieur. Environ 160 000 Sahraouis résident dans les zones contrôlées par le Maroc au Sahara occidental, tandis qu'environ 174 000 réfugiés sahraouis sont déplacés juste de l'autre côté de la frontière en Algérie, et 26 000 autres vivent en Mauritanie. Ces réalités démographiques sont au cœur des enjeux liés à l'organisation d'un référendum dans le territoire, ce qui explique en partie pourquoi sa mise en œuvre a été retardée pendant des décennies. La répartition géographique et le statut des populations sahraouis posent d'importants défis pour déterminer qui a le droit de voter, influençant directement la légitimité et la faisabilité d'un tel référendum. Le Maroc a maintenu que, bien qu'il souhaite organiser un référendum, tous les résidents du territoire devraient avoir un vote égal, y compris les colons marocains et leurs descendants arrivés depuis 1975. Étant donné qu'ils représentent environ 2 tiers de la population actuelle, cela garantirait presque une victoire électorale pour maintenir le Sahara occidental sous contrôle marocain. De son côté, le Front Polisario insiste pour que tout référendum exclue ces colons et leurs descendants, affirmant que seuls les Sahraouis ethniques originels devraient voter, ce qui garantirait presque une victoire pour l'indépendance et l'expulsion de la souveraineté marocaine de la région. Tout au long de cette période, les Nations Unies ont maintenu que le Sahara occidental reste un territoire non autonome, souvent qualifié de dernière colonie d'Afrique où le processus de décolonisation n'a pas encore été pleinement réalisé. Cela explique pourquoi la collecte de données sur ce territoire est si complexe et pourquoi il apparaît fréquemment comme une zone vide sur les cartes mondiales, simplement désigné par le terme neutre de Sahara occidental, plutôt que Maroc du Sud ou République arabe sahraoui démocratique. Le Maroc refuse de céder ce territoire non seulement en raison de la présence de centaines de milliers de ses citoyens qui, en cas d'indépendance, devraient probablement être massivement relocalisés, mais également à cause de la valeur stratégique et économique importante qu'implique le maintien de son contrôle sur le Sahara occidental. Le Sahara occidental abrite l'une des plus riches réserves de phosphate au monde, située à la mine de Boukra. Cette mine produit environ 3 millions de tonnes de phosphate par an, représentant environ 10% de la production totale du Maroc. Les phosphates sont un ingrédient essentiel pour la fabrication des engrais synthétiques, ce qui en fait une ressource clé pour l'agriculture industrielle mondiale. Le Maroc est actuellement le deuxième plus grand producteur mondial de phosphate, juste après la Chine, tout en contrôlant les plus grandes réserves prouvées de roches phosphatées au monde. Si le Maroc parvient à augmenter sa production, il pourrait surpasser la Chine. Le Sahara occidental contribue à environ 10% de la production totale du phosphate du Maroc. Si cette production reflète également la répartition des réserves, cela signifie que le Sahara occidental pourrait détenir la deuxième, voire la troisième plus grande réserve de roches phosphatées au monde. Ainsi, si le Sahara occidental obtenait son indépendance, il deviendrait un sérieux concurrent pour le quasi-monopole que le Maroc exerce actuellement sur les approvisionnements mondiaux en phosphate. Et ça affaiblirait également la capacité du Maroc à influencer les prix des phosphates à l'avenir. L'exploitation des phosphates à Boukra, générée par le Maroc au Sahara occidental, repose sur la plus longue bande transporteuse au monde, qui s'étend sur 100 km à travers le désert, reliant la mine au port d'El Masra sur le continent atlantique. Le vent qui disperse la poudre blanche des roches sur le sable jaune et brun rend la trajectoire de cette bande transporteuse clairement visible depuis l'espace, en faisant l'une des rares fabrications humaines perceptibles depuis l'orbite. Ce ruban symbolise de manière frappante l'exploitation des ressources naturelles du Sahara occidental par le Maroc. Outre les phosphates, la longue façade atlantique du Sahara occidental offre une vaste zone économique exclusive, en vertu du droit maritime international que le Maroc revendique également comme la sienne. La région du Sahara occidental regorge de ressources naturelles, notamment des pêcheries abondantes et des réserves potentielles de gaz naturel offshore.
Ces réserves sont devenues un sujet d'intérêt accru après une série de découvertes majeures de gaz naturel au large des côtes mauritaniennes, juste au sud, depuis 2015. La Mauritanie a révélé environ 1400 km² de réserves prouvées, plaçant soudainement ses ressources gazières au même niveau que des pays comme la Libye et la Norvège. Bien que l'exploration gazière au large des eaux sahariennes occidentales soit restée limitée en raison du conflit et du statut contesté du territoire, le Maroc a récemment signé un accord avec une entreprise israélienne pour commencer des recherches dans cette zone économique exclusive qu'il revendique. Pendant ce temps, le référendum promis au Sahara occidental n'a jamais eu lieu, retardé encore et encore. En parallèle, le Maroc a continué d'exploiter les ressources du territoire à une échelle industrielle, tout en y installant des centaines de milliers de colons. En 2017, le Maroc a été réadmis dans l'Union africaine, malgré l'absence de résolution sur la question du Sahara occidental. De l'autre côté du Berme, parsemé de millions de mines terrestres, le Front Polisario bloqué dans des camps de réfugiés surpeuplés en Algérie devenait de plus en plus impatient et furieux face à cette situation prolongée. Le conflit prolongé au Sahara occidental est progressivement devenu un conflit oublié sur la scène internationale, l'attention mondiale se tournant vers d'autres crises. Pendant ce temps, avec un soutien politique étranger croissant, le Maroc a continué à renforcer son emprise sur le territoire, consolidant davantage son contrôle sur le Sahara occidental. En novembre 2020, après 29 ans de cessez-le-feu au Sahara occidental, mais sans aucun progrès diplomatique vers une solution, les troupes marocaines ont pénétré dans la ville démilitarisée de Guerguerat, près de la ligne de contrôle de facto. Le Front Polisario a dénoncé cette action comme une violation de l'accord de cessez-le-feu et a répliqué par des attaques armées renouvelées contre l'armée marocaine le long du mur du Berme, menées depuis leur camp en Algérie. Avec ces hostilités, l'accord de cessez-le-feu de 29 ans s'est effondré, relançant la guerre au Sahara occidental. Un conflit qui perdure depuis, le tout ayant repris un mois plus tard, en décembre 2020. À la fin du mandat de Donald Trump, l'administration américaine a mis fin à des décennies de politique étrangère en reconnaissant officiellement l'annexion du Sahara occidental par le Maroc et en soutenant sa souveraineté sur ce territoire. Cette décision a fait des États-Unis le premier pays de l'histoire à se ranger formellement du côté du Maroc sur cette question. En échange de cette reconnaissance, l'administration Trump a obtenu que le Maroc normalise complètement ses relations avec Israël, une avancée diplomatique majeure dans la région. Cette normalisation a conduit Israël en 2023 à devenir le deuxième pays à reconnaître officiellement la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental. Depuis, cette position a suscité de nombreuses critiques, notamment de la Russie qui a dénoncé ce qu'elle perçoit comme une incohérence flagrante dans la politique étrangère américaine. Washington soutient l'annexion du Sahara occidental par le Maroc, ainsi que celle des hauteurs du Golan et de Jérusalem-Est par Israël, mais continue de condamner les annexions du territoire ukrainien par la Russie comme des violations du droit international. Cette double approche a mis en évidence des contradictions perçues dans l'application des principes internationaux par les États-Unis, renforçant les tensions géopolitiques autour de ces questions sensibles. Depuis qu'il bénéficie du soutien diplomatique des États-Unis et d'Israël pour ses revendications sur le Sahara occidental, le Maroc a utilisé cet appui pour consolider son contrôle sur le territoire et rejeter toute idée d'organiser un référendum sur l'indépendance. En réponse aux attaques continues du Front Polisario depuis l'Algérie, relancé en 2020, le Maroc a considérablement augmenté ses dépenses militaires, quadruplant son budget depuis 2019 pour atteindre 13,4 milliards d'euros en 2024. Cette hausse a permis au Maroc d'acquérir un arsenal impressionnant, incluant des centaines de chars américains Abrams, environ 500 véhicules de combat Bradley, plusieurs systèmes d'artillerie et roquettes HIMARS, des missiles longue portée ATA-CMS testés en Ukraine, ainsi que des chasseurs F-16 et des drones Mk-9 Reaper. Ces achats massifs d'armements américains et israéliens témoignent de la volonté du Maroc de renforcer ses revendications sur le Sahara occidental par une supériorité militaire décisive sur le terrain. Le Maroc avait même signé un accord pour acheter 300 chars israéliens Merkava, mais cet accord a été suspendu après qu'Israël ait décidé de conserver ses chars pour ses propres besoins militaires, notamment pour l'invasion de Gaza. Cette décision a déclenché des signaux d'alarme en Algérie, le rival de longue date du Maroc. L'Algérie continue de soutenir fermement le Front Polisario, tant diplomatiquement que militairement, tout en hébergeant toujours son quartier général à Tindouf sur son territoire. Le lien de plus en plus étroit entre le Maroc et Israël sur le plan diplomatique et militaire sont perçus par l'Algérie comme une menace croissante pour sa sécurité. Cette perception a été exacerbée en 2021 par une déclaration de l'ambassadeur marocain aux Nations Unies, Omar Hilal, qui a affirmé que la région de Kabylie, majoritairement berbère dans le nord de l'Algérie, avait le droit à l'autodétermination.
Cette déclaration a été interprétée comme une réponse directe au soutien continu de l'Algérie à la RASD dans le Sahara occidental, ajoutant une nouvelle couche de tension à une rivalité déjà complexe. L'Algérie a rappelé son ambassadeur du Maroc après l'incident, et quelques mois plus tard, un autre scandale a éclaté lorsqu'un consortium international de journalistes a accusé le Maroc d'avoir utilisé un logiciel espion israélien pour intercepter les communications sensibles d'environ 6000 fonctionnaires algériens en août 2021. Après ces accusations d'espionnage massif assistées par Israël, le gouvernement algérien a décidé de rompre à nouveau ses relations diplomatiques avec le Maroc. Depuis, les deux pays sont engagés dans une course aux armements alimentée par leur désaccord sur le statut du Sahara occidental. En 2019 et 2024, les dépenses militaires du Maroc ont presque quadruplé, tandis que celles de l'Algérie ont plus que doublé, passant de 9,1 milliards d'euros en 2019 à 21 milliards en 2024, avec une prévision de plus de 25 milliards en 2025, reflétant une part croissante du PIB dédié à la défense et témoignant de l'intensité de leur rivalité stratégique. L'Algérie dispose désormais du deuxième plus gros budget militaire au monde en pourcentage de son PIB, atteignant près de 9,4%, juste derrière l'Ukraine. Contrairement au Maroc, qui diversifie ses achats d'armes, environ 80% du matériel militaire algérien provient exclusivement de la Russie. Selon des sources liées au Front Polisario, les frappes aériennes et de drones marocains depuis l'effondrement du cessez-le-feu fin 2020 auraient causé jusqu'à 100 morts parmi les civils dans les zones à l'est du Berme. Un incident particulièrement controversé a eu lieu en novembre 2021, lorsqu'une frappe de drone marocaine a touché un camion algérien transportant du carburant vers des zones contrôlées par le Polisario, tuant 3 citoyens algériens. Malgré ces tensions, le Maroc semble préférer maintenir la zone tampon à l'est du Sahara occidental telle qu'elle est, plutôt que de tenter de reprendre le contrôle total du territoire jusqu'aux frontières avec la Mauritanie et l'Algérie, afin d'éviter d'escalader davantage le conflit et de garder le Polisario en dehors du Sahara occidental contrôlé. Dans l'ensemble, si les combattants du Front Polisario continuaient à lancer des attaques directement dans le Sahara occidental depuis leur camp en Algérie, le Maroc pourrait être contraint de répondre en bombardant des positions du Polisario à l'intérieur même du territoire algérien, ce qui risquerait de déclencher une guerre de grande ampleur entre le Maroc et l'Algérie, un scénario que les deux pays cherchent à éviter. Pour l'instant, le Maroc préfère maintenir ses soldats derrière le Berme et laisser les territoires orientaux du Sahara occidental comme une zone tampon vide qu'il peut bombarder ou attaquer dès que des combattants du Polisario s'y aventurent depuis l'Algérie ou la Mauritanie. Depuis l'effondrement du cessez-le-feu et la reprise des hostilités, le Maroc insiste sur le fait que la seule solution viable au conflit est la reconnaissance du Sahara occidental comme une province autonome sous sa souveraineté. Ce plan est déjà soutenu par les États-Unis et Israël, et depuis 2022, il a commencé à gagner l'appui des autres alliés occidentaux. L'Espagne a publiquement soutenu le plan du Maroc pour l'autonomie du Sahara occidental au sein de son territoire, ce qui a poussé l'Algérie à retirer son ambassadeur de Madrid en signe de protestation. En octobre 2024, la France a également exprimé son soutien à ces plans, provoquant une nouvelle réaction de l'Algérie qui a rappelé son ambassadeur à Paris. Depuis que l'administration Trump a reconnu les revendications du Maroc sur le Sahara occidental à la fin de 2020, la position internationale du Front Polisario et le soutien de l'Algérie se sont progressivement affaiblis sur le plan diplomatique. Fin 2024, seulement 46 États membres de l'ONU reconnaissent encore officiellement la République arabe sahraoui démocratique, RASD, comme l'État légitime du Sahara occidental, principalement des pays africains alignés avec l'Algérie, quelques nations d'Amérique latine et des exceptions comme l'Iran, le Vietnam et la Corée du Nord. En parallèle, des dizaines de pays ont retiré leur reconnaissance de la RASD, parmi lesquels des acteurs majeurs comme l'Inde et la Serbie, marquant un isolement diplomatique croissant pour le Front Polisario. Les revendications territoriales du Maroc sur le Sahara occidental, officiellement reconnues par les États-Unis et Israël, et soutenues diplomatiquement par des pays comme la France et l'Espagne, reflètent une stratégie habilement orchestrée par le Maroc pour courtiser l'appui occidental. Le Maroc a utilisé une combinaison de carottes et bâtons pour renforcer son influence. En guise de carotte, il a accepté de normaliser ses relations avec Israël en échange du soutien diplomatique des États-Unis. Le Maroc domine un espace stratégique qui s'impose de plus en plus comme un carrefour essentiel pour les approvisionnements énergétiques africains transitant vers l'Europe, renforçant ainsi son poids géopolitique auprès de ses alliés. Le Maroc a d'ailleurs proposé un projet colossal de pipeline de gaz naturel de 25 milliards de dollars, visant à relier les vastes réserves de gaz du Nigeria et d'autres pays d'Afrique de l'Ouest directement à l'Espagne et à l'Europe, en longeant la côte ouest africaine.
Si ce projet est réalisé avec succès, il offrirait une nouvelle source majeure de gaz naturel aux économies européennes, qui cherchent à remplacer les approvisionnements massifs autrefois en provenance de la Russie. Le Sahara occidental joue un rôle crucial dans cette équation, étant l'espace géographique clé pour permettre la construction et le passage de ce pipeline. Cette importance stratégique explique en grande partie le soutien explicite de l'Espagne et de la France aux revendications marocaines dans le conflit au Sahara occidental. Parallèlement, le Maroc utilise aussi des bâtons dans sa diplomatie pour consolider ses positions. Le Maroc a également su tirer parti de sa position géographique stratégique, notamment de sa proximité avec l'Espagne et de sa frontière directe avec les enclaves espagnoles de Ceuta et Melilla, pour influencer la politique européenne. En laissant les migrants, tant marocains que venus d'ailleurs en Afrique, passer librement vers l'Espagne sans obstacle, le Maroc a contribué à une augmentation de 40% de l'immigration illégale en Espagne entre 2021 et 2022. Ce n'est qu'après que l'Espagne a soudainement annoncé son soutien au plan d'autonomie marocain pour le Sahara occidental que le gouvernement marocain a décidé de réduire ses flux migratoires, resserrant finalement le contrôle en octobre 2024. Avec le conflit du Sahara occidental toujours non résolu près d'un demi-siècle après le retrait espagnol de la colonie, l'envoyé des Nations Unies pour le Sahara occidental a récemment proposé une solution controversée: la partition du territoire tel qu'il existe aujourd'hui. Ce plan verrait les zones contrôlées par le Maroc formellement annexées et reconnues comme faisant partie intégrante du royaume, tandis que la zone tampon à l'est serait reconnue comme l'État indépendant de la République arabe sahraoui démocratique, RASD, pour lequel le Front Polisario lutte depuis des générations. Cependant, le Maroc et le Front Polisario ont tous deux rejeté presque immédiatement l'idée de partition proposée par l'envoyé des États-Unis. Le Maroc a réaffirmé que sa meilleure offre reste d'accorder au Sahara occidental un large degré d'autonomie tout en restant sous sa souveraineté. De son côté, le Front Polisario a insisté sur le fait que la seule solution acceptable est la mise en œuvre de la décision de la CIJ de 1975 qui exigeait la tenue d'un référendum sur l'indépendance du territoire. Avec aucune des deux parties disposées à faire des compromis et les combats se poursuivant, le Front Polisario continue de lancer ses attaques depuis l'Algérie, tandis que le Maroc et l'Algérie augmentent leur budget militaire et leurs arsenaux en prévision d'une éventuelle confrontation directe. Aujourd'hui, le statut du Sahara occidental reste une question profondément controversée, avec le risque constant de déclencher une guerre plus large en Afrique du Nord si la situation n'est pas gérée avec prudence par les diplomates. L'avenir du conflit demeure incertain, mais avec le soutien ferme des États-Unis et d'Israël, à la fois sur les plans diplomatiques et militaires, ainsi que le soutien croissant des pays occidentaux comme l'Espagne et la France, il est probable que le Maroc continuera à avancer vers son plan d'autonomie. Et cela, à moins que le Front Polisario et ses principaux alliés en Algérie ne décident d'escalader considérablement le conflit dans un pari désespéré sur une solution militaire. Ayant largement perdu la bataille diplomatique à ce stade, le Front Polisario pourrait chercher une issue par la force. Une diplomatie habile sera indispensable pour éviter un tel scénario. Et seul le temps nous dira quel chemin prendra ce conflit prolongé. La vidéo touche à sa fin. Si vous l'avez appréciée et que vous souhaitez m'aider à toucher un public plus large, n'hésitez pas à liker et à commenter la vidéo. Chaque semaine, on analyse des situations géopolitiques, géographiques ou des faits historiques. Alors abonne-toi pour ne rien manquer. Tu peux aussi cliquer ici pour regarder notre dernière vidéo sur la dissolution de l'URSS. C'était Monde Géographie, merci de nous avoir regardés.